Madame la directrice, Monsieur le Président, je ne dirai pas Monsieur le Ministre, parce que je crois qu'il nous a quittés, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, donc mon intervention va effectivement porter sur les sanctions contre la Russie et leurs conséquences pour l'Europe, mais également pour la Russie, car bien évidemment, dans cette affaire, tout le monde est touché. Et avant de tenter de répondre à la question des conséquences de cette crise pour l'Europe et la France en particulier, il me paraît nécessaire de rappeler le contexte de ces sanctions prises contre la Russie après le coup de force du Maïdan, soutenu par l'Occident, rappelons-le, et qui a entraîné le renversement du président ukrainien légitimement élu, Viktor Yanukovych, ce qui conduira au référendum d'autodétermination de la Crimée en mars 2014 et au rattachement de cette dernière à la Fédération de Russie. Alors initialement, j'avais prévu de faire un exposé détaillé sur les pertes consécutives aux sanctions contre la Russie dans les différentes filières touchées en France et en Europe. Mais au regard de l'évolution très rapide de la situation géopolitique sur le plan international, et M. Lelouch y faisait allusion il y a un instant, j'ai pensé qu'il n'était peut-être plus nécessaire d'énumérer, comme dans Perrette et le pot au lait, les veaux, les vaches, les cochons et les couvées perdus, mais qu'il était peut-être préférable d'aller droit au but et d'appeler un chat un chat. Donc en guise de préambule, je voudrais, mesdames et messieurs, vous lire ce court extrait qui, d'une certaine manière, illustre et explique tout ce que nous avons entendu tout à l'heure. Donc ce court extrait d'un livre écrit par le général Butler de l'armée américaine, hélas méconnu en France, et qui s'appelle « War is a Racket », paru en 1935 aux États-Unis, que l'on trouve d'ailleurs sur Amazon pour 8 €. Vous pouvez parfaitement aller le chercher. C'est un bouquin qui existe et qu'on peut trouver en langue originale, évidemment. Et donc, je vais vous donner une lecture d'un très court extrait qui me paraît illustrer parfaitement la situation dans laquelle nous sommes encore plongés aujourd'hui. Je cite. « Cela fait 33 ans que je sers chez les Marines et il n'y a pas une méthode utilisée par les gangsters que nous n'ayons utilisée et perfectionnée. Eux utilisent des voyous pour faire peur et éliminer. Nous, nous sommes les hommes de main du big business, de Wall Street et des banques. J'ai fait le coup de poing contre le Honduras pour le compte des compagnies fruitières en 1903. Ça ne nous rajeunit pas. J'ai racketté le Mexique pour le compte d'American Oil en 1914. J'ai fait le coup de feu à Haïti et à Cuba pour que les gars de la National City Bank puissent y ramasser le pognon. J'ai secoué et vandalisé une demi-douzaine de pays d'Amérique centrale pour qu'ils puissent se soumettre aux rackets de Wall Street. J'ai nettoyé à la sulfateuse de Nicaragua pour le compte de Brown Brothers en 1912. J'ai foutu le feu à la République dominicaine pour American Sugar. Al Capone est un minable comparé à l'US Army. Lui dirigeait au mieux 3 districts de Chicago. Nous dirigeons et rackettons 3 continents. » Fin de citation. Toute ressemblance, évidemment, avec des événements actuels ou récents serait, bien sûr, absolument fortuite, cela va de soi. Entrons dans le vif du sujet et en quoi consistent les sanctions prises contre la Russie. Alors, elles portent essentiellement, ça a été dit par de précédents orateurs, sur les avoirs financiers, l'interdiction de séjour de personnalités politiques ou économiques, la suspension aux prêts de banques publiques et enfin un embargo sur les technologies militaires et sur les matériels de forage pétrolier et gazier. La Russie, bien évidemment, a réagi à son tour en décrétant un embargo dirigé contre l'industrie agroalimentaire européenne. Et quelles pourraient être donc les conséquences dans le secteur agricole français, surtout dans un contexte de fort ralentissement de l'activité économique? Et en l'état actuel des choses, quelles mesures ont été adoptées à l'échelle européenne pour surmonter cet embargo? Recherchant des informations probantes pour aborder la question des conséquences de la politique des sanctions occidentales contre la Russie, j'ai étudié plusieurs sources, dont l'une me semblait particulièrement recommandée, à savoir la documentation française, dans laquelle je pensais trouver là des analyses objectives sur l'impact réel, direct et indirect, sur notre économie suite à cette politique de sanctions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai été déçu. Déçu tout d'abord pour n'avoir trouvé dans cette prestigieuse revue
qu'un seul et unique article remontant à juin 2017 et traitant de la question. Déçu ensuite par le choix d'un analyste de l'OTAN, M. Edward Hunter Christie, pour aborder ce problème, comme si notre pays ne comptait pas en son sein des chercheurs et des scientifiques de qualité. Alors évidemment, quand on prend connaissance de l'article, on comprend mieux la finalité qui en est recherchée, à savoir noyer le poisson en globalisant l'analyse et en faisant des péréquations subtiles pour ne laisser apparaître in fine qu'un impact minime sur le PIB européen qui représenterait, selon cet auteur, une perte de l'ordre de 0,1% par an sur la période considérée, à savoir 2014-2016. Voilà un extrait de cet article de la documentation française. Je cite. « Les pertes cumulées de 2014 à 2016 qui seraient dues aux seules sanctions seraient de 42 à 43 milliards d'euros. » Ce qui n'est quand même pas une bagatelle, vous en conviendrez. Les pertes dues à d'autres facteurs, chute du prix du pétrole en particulier, se situeraient, elles, entre 111 et 113 milliards d'euros. Les sanctions n'expliqueraient donc, selon l'auteur, que 27 à 28% des pertes totales intervenues dans les échanges avec la Russie depuis 2013. Je continue la citation. Ces estimations, quelle que soit leur cause, peuvent paraître d'un montant important lorsqu'on les exprime en euros et hors contexte. Je ne vois pas pourquoi on les exprimerait en dollars zimbabwéens, par exemple. Donc, il me paraît normal d'utiliser l'euro pour les citer. Et une technique de présentation fort prisée par certaines sources, dont celle du gouvernement russe. Mais le graphique, que je ne pourrais pas vous montrer, montre bien qu'il s'agit de pertes fort modestes, une fois replacées dans leur contexte. D'une part, les gains issus d'autres marchés en dehors de l'UE depuis 2013, également cumulés sur la période 2014-2016, s'élèvent à 729 milliards d'euros, soit plus de 16 fois l'effet des sanctions. D'autre part, comparé au PIB de l'UE, les pertes engendrées par les sanctions contre la Russie sont manifestement très faibles. On recommence, effet de répétition, environ 0,1% du PIB par an, cumulé sur les 3 années considérées. Les pertes totales seraient de 0,29 à 0,30% du PIB annuel de l'Union, bien moins que les pertes pour la Russie, alors tout va bien, qui se situeraient, elles, entre 1,30 et 2,33% du PIB annuel de ce pays, selon les hypothèses retenues. Toujours l'article de la documentation française, l'inclusion de l'interdiction russe sur les importations de biens alimentaires en provenance de l'Union européenne porterait l'estimation des impacts de 0,1 à 0,13% du PIB par an. On insiste, c'est toujours l'effet de répétition, ça finit par devenir comique. Les pertes par rapport au marché russe, environ 5 milliards d'euros en 2016 par rapport à 2013, sont pleinement compensées par des gains sur d'autres marchés hors UE de plus de 8 milliards d'euros. Alors évidemment, pour pallier les conséquences négatives sur notre économie en France, on nous parle de régulation, de réorganisation et de réorientation des échanges, et je cite à nouveau encore l'article. L'analyse de la réorientation des échanges constitue un élément essentiel de toute étude sérieuse sur l'incidence des sanctions. Parmi les 28 États membres de l'UE, 21 ont enregistré un accroissement net des exportations vers le reste du monde, en dépit de la récession en Russie, sous l'effet de la hausse des exportations vers d'autres marchés, dans l'UE et en dehors de celle-ci, qui a plus que compensé la contraction des exportations vers la Russie. Tout va bien. Ce constat vaut également pour l'Union européenne dans son ensemble. Les exportations vers la Russie se sont certes repliées de 8,65 milliards d'euros, mais les exportations vers d'autres régions ont cru de 49,02 milliards d'euros, y compris dans les échanges intra-européens. Fin de citation. Excusez-moi, c'était un peu long, mais c'était pour que vous saisissiez bien l'esprit dans lequel cet auteur qui travaille pour l'OTAN souhaite influencer les élites françaises à travers cette célèbre revue de la documentation française. Et donc tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque 21 pays sont gagnants dans ce jeu de chaises musicales, et tant pis pour les 7 pays qui sont perdants, dont la Lituanie, fortement touchée, elle, par l'embargo, mais que l'on calmera probablement par un nouveau prêt d'1 milliard ou 2 en provenance du FMI, et une promesse d'embauche sans doute dans une institution internationale prestigieuse pour leurs dirigeants politiques qui auront avalisé cette politique de sanctions contre la Russie allant à l'encontre de leur pays. Il convient de préciser également que dans les pays présentés comme gagnants dans cet article, il existe de fortes disparités selon les secteurs. S'il est vrai que jusqu'à présent, la filière céréalière française a plutôt bien tiré son épingle du jeu grâce, entre autres,
au marché égyptien et à ceux du Maghreb notamment, il n'est pas certain que cette situation favorable soit maintenue demain, car l'agriculture russe est en plein essor et la réponse du berger à la bergère pourrait se faire sentir très rapidement. Par ailleurs, si l'état des lieux est encore aujourd'hui satisfaisant pour la filière céréalière, il n'en est pas de même de celle des viandes, notamment porcines, qui auront du mal, vous en conviendrez, à trouver des marchés de substitution dans le monde musulman, et cela sans même aborder la concurrence intra-européenne avec des pays comme la Pologne, où les écarts de salaire avec un pays comme le nôtre permettent une politique de dumping face à laquelle nos producteurs sont irrémédiablement condamnés. Pour aborder de manière honnête le coût réel, encore une fois direct et indirect, des sanctions sur l'économie française, il eût été plus intéressant, de mon point de vue, de questionner des experts français, comme par exemple Thierry Pouche, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, dont l'avis sur l'impact des sanctions diffère radicalement de celui de M. Hunter, expert de l'OTAN, et dans les analyses macroéconomiques, et vous pouvez écrire macro comme vous l'entendez, vise à justifier cette politique de sanctions dont on sait qu'elles affaiblissent l'Europe et la France en particulier, mais qu'elles ne touchent pratiquement pas les USA, qui ne sont que très peu impactés par l'embargo. Au final, que pouvons-nous tirer comme conclusion de cette politique de sanctions qui nous a été imposée par l'OTAN et la Commission européenne? Création de l'OTAN. Eh bien, mesdames et messieurs, que si la Russie a certes été touchée et affaiblie, au moins dans un premier temps, cette politique coercitive a contribué à renforcer considérablement sa filière agroalimentaire. Et depuis 2017, la Russie est même devenue la première exportatrice mondiale de blé. En revanche, et malgré la présentation biaisée des spécialistes de l'OTAN ou de l'OCDE, ce sont d'ailleurs souvent les mêmes, la France a perdu un marché important pour nombre de ses produits, et particulièrement pour sa filière laitière. Et je ne parle même pas des suites qui nous attendent avec le projet Nord Stream 2, il en était fait allusion tout à l'heure largement, où sont impliqués plusieurs acteurs majeurs de notre industrie. Allons-nous, là encore, laisser notre place aux Chinois, comme nous venons de le faire en Iran? Et c'est là que je voulais attirer votre attention, car au-delà des sanctions contre la Russie, c'est toute l'Europe qui est visée, et au premier chef notre pays, qui est rançonné et racketté, comme nous l'avons vu avec les affaires BNP ou Alstom et beaucoup d'autres moins médiatisées. Quand M. Marlex dénonce, et c'est dommage qu'il soit parti, et il dénonce à juste titre les turpitudes observées dans l'affaire Alstom, nous sommes dans ce cas précis très au-delà du domaine des simples sanctions. Nous sommes victimes de la part de nos amis américains, et je mets moi des guillemets à amis américains, nous sommes victimes d'une politique de racket et de prédation à laquelle je faisais allusion au début de cet exposé, et dont François Mitterrand, à la fin de sa vie, dans un entretien avec le journaliste Georges-Marc Benamou, nous avait pourtant averti, je cite l'ancien président de la République. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant c'est une guerre à mort. Je vous laisse, mesdames et messieurs, méditer cette réflexion.